Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de participer à cette série de webinaires éducatifs sur l'épilepsie organisée par la Ligue internationale contre l'épilepsie, dont le thème va concerner l'épilepsie sujet âgé. L'épilepsie est une affection neurologique chronique fréquente. Elle pose un problème majeur de santé publique. Sa fréquence chez les sujets âgés est de plus en plus élevée, surtout dans les pays développés où l'espérance de vie est allongée. Elle constitue la troisième pathologie neurologique après les accidents vasculaires et la maladie d'Alzheimer. Les crises provoquées chez les sujets âgés sont des problématiques fréquentes en neurologie. Ils posent plusieurs problèmes originaux. Premièrement, l'épilepsie de nouveaux sujets âgés, elle est fréquente. 30% des épilepsies apparaissent après l'âge de 65 ans. Cette augmentation de fréquence s'explique par l'expansion démographique due à l'allongement de l'espérance de vie. Deuxièmement, à l'exposition à des risques de lésions fixes et évolutives du système nerveux et aux comorbidités. Tous ces éléments constituent des facteurs de risque responsables de lésions épileptogènes. Deuxièmement, les crises aiguës symptomatiques qui sont dues à une agression cérébrale sont le plus fréquentes chez les sujets âgés. Leur incidence augmente avec l'âge et ils sont dus aussi à la forte exposition à certaines circonstances telles que les troubles métaboliques iatrogènes. Troisièmement, le diagnostic de ces crises est difficile pour des raisons multiples. Absence de témoins, troubles de la mémoire rendant l'interrogatoire aléatoire, l'intrication avec d'autres pathologies, la multiplicité de diagnostics différentiels et enfin la faible contribution de l'EEG. Quatrième problème, les crises survenant chez des sujets fragiles ont des conséquences graves, voire dramatiques. Ça peut engendrer une fracture du col de fémur, donc entravant l'autonomie, troubles cognitifs, hématome sous-dural, voire le décès du patient. Quelques chiffres épidémiologiques. Le taux d'incidence de l'épilepsie à tout âge confondu varie entre 24 et 50. Cette incidence a une distribution bimodale. Donc, le taux d'incidence est élevé chez les enfants moins de 5 ans, puis il y a une stabilisation de cette incidence à l'âge adulte. Après, on aura une augmentation de cette incidence au-delà de 60 ans, qui continue à augmenter avec l'âge et peut atteindre jusqu'à 300 pour 100 000 habitants. Donc, cette courbe, elle résume 4 enquêtes épidémiologiques et on constate que l'incidence de l'épilepsie sujet âgé est plus élevée que celle de l'enfant. La prévalence de l'épilepsie tout âge confondu est de moyenne de 7. Cette prévalence augmente après l'âge de 75 ans. Elle passe de 10 après 80 ans pour atteindre 12 après 85 ans. Plus de 25% jusqu'à 30% des crises inaugurales sont observées chez les sujets âgés de plus de 60 ans. La démarche diagnostique présente les mêmes principes fondamentaux que chez les sujets plus jeunes, mais avec certaines particularités qu'on doit rechercher et mieux exploiter. Le diagnostic est souvent tardif, évoquant en première intention des pathologies cardiovasculaires, cognitives débutantes, métaboliques et psychiatriques. La symptomatologie est souvent trompeuse, inhabituelle, voire banalisée par l'entourage. L'interrogatoire est souvent difficile en raison des troubles cognitifs et le l'EEG est peu informatif. Deux situations, il faut le distinguer car la prise en charge est différente. Premièrement, des crises provoquées ou les crises symptomatiques aiguës qui sont fréquentes chez les sujets âgés. Ils surviennent quelques minutes à quelques jours d'un événement aigu. Il peut s'agir d'une lésion cérébrale aiguë, telle que les accidents vasculaires à la phase aiguë ou le trauma crânien, ou à des secondaires des troubles métaboliques ou toxiques. Généralement, ils surviennent dans la semaine suivant la survenue d'une lésion cérébrale aiguë ou dans les 24 heures après correction d'un trouble métabolique. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication de traitement antiépileptique en cours. Deuxième type de crise, c'est les crises non provoquées ou l'épilepsie proprement dit. Donc, ils sont caractérisés par la répétition des crises épileptiques à distance d'une agression cérébrale, généralement après une semaine ou après 15 jours selon les études. Donc, généralement, ils surviennent plus tardivement. Donc, les crises focales, ils sont fréquentes chez les sujets âgés et ils ont des problèmes, ils posent des problèmes diagnostiques qu'on doit le rechercher, car d'autant plus que l'EEG est souvent peu contributif. Les crises focales à sémiologie motrice sont rares. Donc, ce qui est fréquent chez les sujets âgés, c'est les crises focales à sémiologie confusionnelle ou à troubles mnésiques atypiques, associées ou des crises à type de comportement paroxystique nocturne ou des crises à sémiologie avec troubles de langage transitoire. Les auras sont fréquentes et moins bien définies, très peu spécifiques. Les automatismes sont rarement constatés. Et ce qui est caractéristique de ces crises focales chez les sujets âgés, c'est la grande fréquence du déficit post-critique qui est souvent prolongé et qui est dû à un phénomène d'inhibition qui peut durer des heures, voire des jours.
Donc, les crises focales chez les sujets âgés, le plus fréquent, se manifestent par un état confusionnel aigu ou subaigu, des crises inhibitrices se caractérisent par un déficit moteur sans phénomène clonique. Et troisième type, c'est les crises à expression cognitive transitoire. Il peut s'agir de troubles d'épilepsie amnésique paroxystique ou troubles de langage paroxystique. Les circonstances au cours desquelles le diagnostic des crises épileptiques doit être évoqué sont les mouvements anormaux au cours de veille ou du sommeil, les chutes, sensations physiques ou psychiques inhabituelles, troubles de la conscience ou de l'état mental. Devant ces circonstances, il faut démontrer le mécanisme épileptique, mais il ne faut pas méconnaître aussi le diagnostic différentiel. Pour cela, on peut s'aider d'un algorithme qui est récemment validé, publié dans cette revue en 2018. C'est un score électroclinique comportant 7 items, 3 majeurs de valeur de poids et 4 mineurs de valeur 1 point. Donc, les critères majeurs sont représentés par l'état confusionnel à début fin brusque, contraction musculaire dans un territoire focal, trouble du comportement paroxystique associé à des signes neurologiques focales. Les critères mineurs, c'est les antécédents d'épilepsie, trouble de la conscience, trouble du comportement paroxystique isolé et un foyer long focalisé à l'EEG. Un score supérieur ou égal à 4 est corrélé au diagnostic de crise épileptique avec une sensibilité à 93% et une spécificité à 87%. Les états de mal épileptiques qui sont fréquents chez les sujets âgés, l'incidence de l'état de mal a une répartition aussi bimodale. Donc, le premier pic observé chez les enfants moins d'un an et le second après 50 ans. La mortalité liée à l'état de mal chez les sujets âgés est très élevée, donc elle est donc estimée à 36% contre 26% chez les sujets plus jeunes. Ce taux est encore plus élevé dans la tranche d'âge supérieure à 80 ans. Elle peut aller jusqu'à 42%. Les états de mal convulsifs qui sont faciles à diagnostiquer, mais généralement, ils sont rares chez les sujets âgés. Mais ces états de mal peuvent évoluer vers un état de mal subtil au larvé, et dans ce cas, ils se manifestent uniquement par une altération de l'état de conscience, des clonies, parfois quelques clonies, parfois uniquement associés à des révulsions oculaires. Ce qui est fréquent, les états de mal qui sont fréquents chez les sujets âgés, c'est les états de mal non convulsifs à expression confusionnelle, qui se manifeste par une confusion mentale fluctuante avec une bradyspécie prolongée, parfois accompagnée de quelques clonies focales, palpébrales, pérubicales ou des extrémités des membres. Ça pose vraiment un problème diagnostique, il faut toujours l'évoquer. Devant un état confusionnel sans cause patente, doit être conduire à réaliser un EEG et faire le test au benzodiazépine. Il y a deux types d'états de mal confusionnels, l'état de mal absence ou petit mal status. Il se manifeste par une confusion mentale d'intensité variable. Généralement, c'est un état de mal de nouveau chez les sujets âgés, d'origine toxique, secondaire, un sevrage, surtout aux benzodiazépines ou barbituriques, ou prise de certains antiépileptiques tels que la carbamazépine, la gabapentin, donc indiqués essentiellement pour les douleurs neuropathiques à cet âge. Généralement, ça pose un problème diagnostique. Il faut on peut utiliser le test au benzodiazépine qui permet de confirmer le diagnostic. Donc, on aura la disparition de la confusion avec la disparition des anomalies paroxystiques à l'EEG. Deuxième type des états de mal confusionnels, c'est les états de mal focaux avec altération d'état de conscience. Il est de mauvais pronostic en absence de traitement. Ils doivent être diagnostiqués précocement, donc il faut savoir l'évoquer devant un syndrome état confusionnel inexpliqué, surtout quand ça s'associe à des signes de focalisation cérébrale ou un déficit moteur sensitif ou trouble cognitif. Et généralement, on fait le test au benzodiazépine qui permet de confirmer le diagnostic. Quels sont les moyens de diagnostic? Les moyens de diagnostic, c'est toujours la même chose. Donc, il repose sur l'interrogatoire, qui est un temps capital. Donc, l'interrogatoire du patient et des témoins, donc, qui permet la description de la crise, la chronologie du survenue des symptômes et surtout la durée de l'événement. Il faut toujours chercher la constatation des épisodes antérieurs similaires qui est très évocateur de l'origine épileptique de l'événement. Deuxième, après l'interrogatoire, on fait l'examen neurologique, l'examen clinique tout d'abord.
Donc, il faut faire un examen somatique et ne pas oublier le test d'hypotension orthostatique, qui reste un diagnostic différentiel, donc avec les crises d'épilepsie, et complété par un examen neurologique à la recherche des signes de focalisation. Avec une évaluation cognitive, on peut utiliser le MMSE. Troisièmement, l'EEG. L'EEG, malgré il est peu sensible, mais il est toujours indiqué. Et généralement, il faut le faire le plus tôt possible, donc si c'est possible, en urgence. Dans certaines situations, on peut demander aussi le l'EEG vidéo, surtout si les crises sont fréquentes et surtout s'il y a un problème diagnostique. Le bilan biologique, donc on doit toujours éliminer les crises provoquées d'origine métabolique. Pour cela, on demande tout un bilan. Et le CG, donc, est presque systématique, surtout en cas de perte de connaissance ou de malaise ou de syncope, pour éliminer les causes cardiaques. Donc, il faut toujours éliminer une cause cardiaque avant de penser à des crises d'épilepsie qui sont fréquentes à cet âge. Et en dernier, on peut demander aussi l'IRM cérébral qui permet bien sûr de chercher l'étiologie, mais aussi elle peut être contributive au diagnostic positif. L'EEG est réalisé systématiquement, malgré sa faible contribution. Généralement, les anomalies paroxystiques intercritiques sont observées uniquement dans 26% après l'âge de 60 ans. La plupart des anomalies surviennent au cours du sommeil, d'où l'intérêt ou de l'indication de l'EEG de sieste après privation de sommeil, et reste un examen de choix. Toute diminution de la réactivité de rythme alpha par des épreuves dynamiques doit être donc pensée à une pathologie sous-jacente. L'interprétation de l'EEG doit se faire par un expert, vu l'augmentation avec l'âge des anomalies non spécifiques. Premièrement, ça existe des patterns EEG inhabituels, mais qui sont physiologiques et fréquents à cet âge. Donc, on a premièrement les trains d'ondes lentes du rythme delta, c'est le FIRDA ici, de topographie bifrontale. Donc, ce n'est pas pathologique, c'est juste un pattern EEG inhabituel et physiologique. Deuxième pattern physiologique et inhabituel, donc c'est le SREDA. Le SREDA, c'est une activité, donc ce sont des décharges d'ondes θ, parfois aiguës, de topographie parieto-occipitale. Généralement, ils surviennent pendant le jet de veille et favorisés par l'hyperné. Alors, le FIRDA, beaucoup plus, on le voit dans le jet de sommeil. Autre pattern, on a le small sharp spikes. C'est des trains, des petites pointes de courte durée qui surviennent pendant le jet de sommeil et de topographie temporale. Après, on a le white spikes. White spikes, c'est des bouffées de courte durée, des ondes intermittentes qui surviennent beaucoup plus pendant le somnolence. Donc, d'autres anomalies paroxystiques qui surviennent à distance du malaise, ne pas spécifiques à l'épilepsie. Exemple type, c'est l'activité, donc les PLES sont des activités périodiques focalisées, autrefois considérées comme mécanisme épileptique, mais actuellement, donc ça peut être contemporané à une agression cérébrale avec atteinte parenchymateuse, exemple type les accidents vasculaires. Donc, on le voit aussi dans les encéphalites herpétiques et donc ne sont pas spécifiques de l'épilepsie. Diagnostic différentiel, il faut les connaître. Ça pose vraiment un diagnostic donc avec les crises d'épilepsie. On a premièrement perte bref de connaissance, ça peut être des syncopes, des lipotymies, et qui sont fréquentes aussi chez les sujets âgés. Et généralement, ça peut être d'origine cardiaque. Deuxièmement, les chutes. Les chutes chez les sujets âgés fréquentes, ça peut être de causes diverses. Donc, il faut toujours chercher la cause de ces chutes. Deuxièmement, l'accident ischémique transitoire, l'AIT, ça pose un diagnostic différentiel, surtout avec les crises inhibitrices et les crises avec troubles de langage paroxystique. Ictus amnésique, il pose diagnostic avec les crises amnésiques paroxystiques.
Le syndrome confusionnel pose le diagnostic différentiel avec l'épilepsie à sémiologie confusionnelle ou l'état de mal non convulsif confusionnel. Les événements non épileptiques psychogènes sont pas rares à cet âge. Et septièmement, on a les manifestations nocturnes à type de troubles du comportement pendant le sommeil, les mouvements anormaux pendant le sommeil, et qui posent vraiment des diagnostics différentiels avec les crises qui surviennent pendant le sommeil. Et enfin, les manifestations purement comportementales d'origine psychiatrique. Pour les diagnostics étiologiques, donc il faut toujours faire une évaluation initiale, rechercher les facteurs déclenchants et les troubles métaboliques. Pour les troubles métaboliques, on demande tout un bilan, donc beaucoup plus métabolique pour rechercher une hypernatrémie, hyperglycémie, troubles phosphocalciques, dysthyroïdie, insuffisance rénale hépatique. Toujours rechercher la notion de prise médicamenteuse récente ou la notion de sevrage de certains médicaments tels que les benzodiazépines, les barbituriques et l'alcool. Ce tableau résume les médicaments potentiellement épileptogènes. Après, on complète par l'imagerie cérébrale à la recherche d'étiologie, ce qui est souvent lésionnel. Donc, l'imagerie, on préfère demander l'IRM encéphalique qui est recommandé, vu la sensibilité, elle est supérieure à celle de la TDM. Elle permet de détecter une lésion focale. Donc, l'identification d'une lésion corticale, bien sûr, elle permet donc, elle contribue au diagnostic étiologique, mais aussi au diagnostic positif, surtout si cette lésion, elle est corrélée à la sémiologie des crises. Quelles sont les étiologies des crises symptomatiques non provoquées? Donc, provoquées plutôt, c'est donc le plus fréquent, c'est les accidents vasculaires en première position. Donc, les troubles métaboliques, ça peut être une hypoglycémie, hyponatrémie, hypocalcémie, ou ça peut être une hyperglycémie sans cétose, qui se manifeste par un tableau d'état de mal focal, c'est des crises focales, ou un état de mal hémicorporel, et ça peut s'accompagner d'un déficit post-critique. Donc, il faut toujours avoir le réflexe de chercher cette hyperglycémie, donc qui est généralement supérieure à 3 grammes, sans acétone. Donc, généralement, le traitement, c'est l'insuline avec la réhydratation. Les autres causes, c'est les causes toxiques, on a dit, les médicaments potentiellement épileptogènes, et aussi certains sevrages des médicaments. Et l'alcool. Le traumatisme crânien à la phase aiguë, même un traumatisme crânien vénère, peut être responsable d'une crise d'épilepsie. Et enfin, les infections cérébrales. Ce tableau résume donc les étiologies des crises provoquées, donc de différentes études. Et la dernière rubrique, on voit notre étude réalisée en 2014, et on constate toujours que les crises vasculaires dominent les différentes étiologies. Les crises symptomatiques non provoquées, donc les étiologies sont dominées par les séquelles d'AVC, soit généralement un AVC qui est multiplié par 17 le risque de développer une épilepsie par rapport à la population générale. Même en absence d'AVC, donc la présence des facteurs de risque peut augmenter le risque d'épilepsie. Deuxième étiologie, c'est les démences, en particulier la maladie d'Alzheimer, qui multiplie par 6 le risque des crises. Généralement, les crises surviennent dans les formes à début précoce ou dans les formes familiales. Après, donc les crises surviennent à tous les stades de la maladie. Donc, il faut toujours avoir le réflexe de suspecter une crise devant une fluctuation des performances cognitives qui sont souvent méconnues et généralement ou des crises qui surviennent pendant le sommeil et généralement ils sont infracliniques. Pour les détecter, il faut faire des enregistrements de longue durée de l'EEG ou un EEG de sommeil. Les autres donc, étiologies, ça peut être aussi des séquelles de traumatisme crânien à distance, les tumeurs cérébrales ou les infections cérébrales qui sont donc estimées à 5% des cas. Malgré un bilan exhaustif, l'étiologie indéterminée, quand même, elle est élevée. Donc, elle passe de 30 à 50% des cas selon les études. Donc, ce tableau résume donc, les étiologies donc, des différentes études. Et vous voyez toujours notre étude en dernier,
Et donc, c'est toujours les causes vasculaires qui dominent les étiologies des crises non provoquées. Autre étiologie, donc ils sont rares, mais il faut les évoquer, surtout quand on ne trouve pas d'étiologie, c'est les encéphalites auto-immunes, qui se manifestent par des crises épileptiques plus de troubles du comportement associés à un déclin cognitif. Donc, généralement, il faut donc chercher ces anticorps impliqués. Il se voit surtout dans l'épilepsie après 60 ans. Deuxième type d'encéphalite, c'est les encéphalites Hashimoto, qui se manifestent par des crises épileptiques avec un trouble psychiatrique ou un déclin cognitif. Le diagnostic est confirmé par le dosage des anticorps antithyroïdiens dans les CIA qui sont élevés. Un autre syndrome caractéristique de l'épilepsie sujet âgé, c'est l'amnésie épileptique transitoire, qui se manifeste par des épisodes récurrents d'amnésie aiguë associés à des troubles amnésiques entre les crises. On peut avoir d'autres signes associés, des hallucinations olfactives, gustatives et surtout des automatismes oro-alimentaires qui nous orientent vers l'origine épileptique. Généralement, le bilan psychologique standard est souvent normal. Après donc, le diagnostic étiologique, on passe à la prise en charge. La prise en charge doit être globale et pluridisciplinaire. Elle permet d'offrir aux patients un traitement optimal avec minimum d'effets secondaires pour préserver l'autonomie et les complications graves. Les désordres métaboliques doivent être corrigés, les causes toxiques doivent être supprimées, le vieillissement physiologique a des conséquences pharmacodynamiques à plusieurs niveaux. Premièrement, l'absorption digestive est ralentie et aléatoire, ce qui rend le ton sérique peu stable à des doses fixes. Deuxièmement, la sensibilité et le nombre de récepteurs cibles de l'action des anticonvulsivants, modifiés par l'âge. Donc, par conséquent, on aura des effets secondaires pour des taux sériques faibles. Donc, des conséquences sur la pharmacocinétique des médicaments antiépileptiques, donc dans cette tranche d'âge, ils sont aussi observés. On a premièrement diminution de l'épuration rénale et hépatique, responsable de l'allongement de la demi-vie des médicaments. Deuxièmement, la diminution de la liaison aux protéines, ça va entraîner une augmentation de la forme libre de la molécule, responsable des effets secondaires, d'où l'intérêt de diminuer la dose prescrite. Et troisièmement, l'augmentation des graisses corporelles qui va diminuer le volume de distribution des molécules hydrosolubles et augmente les volumes de distribution des molécules liposolubles telles que les benzodiazépines. Quels sont les médicaments recommandés chez les sujets âgés? Donc, des études randomisées ont prouvé l'efficacité est globalement le même et que la différence se fait en termes de tolérance. Premièrement, donc, le médicament le plus recommandé, c'est la motrégine, du fait du caractère non sédatif du médicament, la bonne tolérance et l'absence d'induction et d'inhibition. Deuxième molécule, c'est la gabapentine. Elle a une bonne tolérance et avec absence d'interaction pharmacocinétique. Cependant, donc, le gros bémol, c'est le nombre de crises, 3, qui quand même limite son indication. Après, c'est l'évitéracétane. Et enfin, la carbamazépine, dans sa forme LP, en l'absence d'un traitement intercurrent, qui peut entraîner déséquilibrer des autres médicaments, quand même, il garde son indication, parce qu'il est très efficace. Récemment, il y avait deux méta-analyses ont été publiées en 2019. L'une a étudié les médicaments antiépileptiques chez les sujets âgés en monothérapie et elle a permis d'évaluer l'efficacité et la tolérance. Donc, résultat, ils ont trouvé que l'acosomide, l'évitéracétane et la motrégine ont un rapport efficacité-tolérance meilleur. Deuxième étude, c'est une méta-analyse. Donc, elle a étudié les médicaments antiépileptiques en polythérapie en cas bien sûr, de monothérapie insuffisante. Et résultat, l'adjonction des topyramètres à la dose de 50 à 200 mg était plus élevée par rapport à l'effet du placebo. Et vous voyez les deux études, on a publié de deux méta-analyses. Le traitement est impératif dès la première crise, bien sûr, si la première crise correspond à la définition d'épilepsie.
Il faut commencer toujours par des faibles doses et augmenter lentement progressivement. Donc, généralement, on donne la moitié de la dose par rapport au sujet jeune. Les effets secondaires des médicaments antiépileptiques sont dominés par la confusion, la somnolence, la réaction d'idiosyncrasie qui sont graves et fréquentes dans cette population. La surveillance doit être clinique et aussi biologique, essentiellement des fonctions rénales et hépatiques. Les crises sujets âgés de plus de 65 ans sont plus rapidement et plus durablement contrôlées par rapport aux sujets plus jeunes en monothérapie dans 70% des cas. Comprendre ainsi. Ce que vous devez garder, c'est d'évoquer une crise d'épilepsie devant des symptômes paroxystiques stéréotypés. Le requête amnestique précis doit chercher les antécédents personnels d'accidents vasculaires, les facteurs de risque vasculaire, trauma crânien, donc des tumeurs cérébrales ou néoplasie. Deuxièmement, chercher les circonstances de survenue, la description des symptômes par le malade et les témoins. Prêtez attention à la grande fréquence des crises focales, à des confusions post-critiques parfois prolongées, à la stéréotypée des symptômes et à l'apparition brutale, sans raison évidente, d'un état confusionnel, d'un coma ou d'une modification du comportement chez les sujets âgés. L'examen clinique doit être donc clinique initial avec un bilan biologique standard comportant une glycémie, ionogramme sanguin, urécréate ou calcémie pour éliminer les causes des crises provoquées. Le CG donc, doit être réalisé de façon systématique pour éliminer l'origine cardiaque des symptômes, surtout devant les malaises, les syncopes et pertes de connaissance. Les désordres métaboliques doivent être corrigés et l'abstention thérapeutique d'une première crise ou même pour les crises aiguës symptomatiques est de règle, sauf s'il y a le risque de récidive ou le risque de critères d'état de mal. Et dans ce cas, pour les crises aiguës symptomatiques, on utilise seulement les benzodiazépines de façon ponctuelle. Consultation des épilepsies sujets âgés doit se faire auprès d'un spécialiste, un neurologue, du fait de la difficulté de diagnostic. Et le neurologue doit s'orienter vers l'origine épileptique des symptômes devant le caractère paroxystique stéréotypé, l'état confusionnel à début et fin brusque, la contraction musculaire rythmique dans un territoire focal, les troubles aigus du comportement associés à un signe neurologique focal. Réaliser systématiquement un EEG est recommandé dans le bref délai. Si dans les cas difficiles, on peut recourir à d'autres moyens plus performants tels que l'EEG de sommeil, l'EEG vidéo ou l'EEG prolongé. Et poser un diagnostic étiologique on recommande une IRM encéphalique car la sensibilité de l'IRM est supérieure à celle de la TDM. Elle permet de chercher une lésion focale, l'étiologie, mais aussi elle peut être contributive au diagnostic positif. Le traitement antiépileptique est impératif dès la première crise l'ont provoqué, surtout quand il y a une lésion cérébrale, donc correspond à la définition d'épilepsie. On recommande en première intention une monothérapie et on utilise surtout les médicaments, la cosomide, l'amotrigine, la gabapentine, le vétéracétam. Toujours, il faut évaluer le profil évolutif de la maladie, apprécier la qualité de vie par un suivi régulier, donc tout en étudiant l'efficacité des médicaments, la tolérance, des paramètres biologiques, les interactions médicamenteuses et la comorbidité. Malgré la bonne réponse au traitement, la revue de traitement n'est pas recommandée. Généralement, c'est un traitement à vie. Et une prévention primaire de l'AVC par la pratique d'un bilan vasculaire dans le cadre où l'apparition des crises de nouveau sans étiologie, car généralement, les crises sans étiologie, ils sont considérés comme un facteur de risque d'AVC selon certaines études. L'épilepsie est fréquente au-delà des 60 ans, a des conséquences graves. Son diagnostic n'est pas facile. Il peut être aidé par un algorithme électroclinique. Ses causes principales sont dominées par les AVC et les démences. Le traitement est le plus souvent efficace, mais il doit être choisi avec soin pour éviter les effets secondaires. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, professeur Boulefrag Essia, pour cette mise au point très claire et très intéressante concernant l'épilepsie des sujets âgés. Donc, elle a présenté toutes les particularités de l'épilepsie à cet âge-là. Et donc, je vais essayer de voir s'il y a des questions. Bon, je vois une question de la part de Saifeddin Baouya. Donc, elle pose la question, est-ce que... vous m'entendez, professeur Essia? Vous m'entendez? Oui, oui. Donc là, il y a une question, Saifeddin qui pose la question, est-ce que la radiothérapie cérébrale peut provoquer une épilepsie? Donc, chez les sujets âgés. Je suppose, parce qu'il a posé la question dans ce thème-là. Il n'y a pas d'études dans ce sens, j'ai pas vraiment. La radiothérapie, donc normalement, si vraiment il y a des lésions, c'est-à-dire en cas des métastases ou l'indication de la radiothérapie ou là, en cas des tumeurs cérébrales, donc beaucoup plus c'est la cause, donc beaucoup plus la radiothérapie, donc c'est la cause, c'est les tumeurs cérébrales et les métastases qui sont responsables, mais ça n'a jamais été écrit comme quoi la radiothérapie peut engendrer des crises d'épilepsie selon mes connaissances. En fait, le patient reçoit la radiothérapie parce qu'il y a une lésion quand même. Il ne va pas avoir la radiothérapie sans lésion. Et je pense la lésion sous-jacente qui a entraîné des crises d'épilepsie. Peut-être qu'il ne parle pas uniquement de la radiothérapie pour les tumeurs cérébrales. Donc la radiothérapie, elle est indiquée pour les autres aussi tumeurs. Et dans ce cas, ça n'a pas été décrit. C'est-à-dire, on a des effets secondaires, mais ça n'a pas décrit les crises d'épilepsie suite à la radiothérapie. Je vois une deuxième question. Est-ce que chez l'enfant qui présente une tumeur... donc la radiothérapie pour un enfant qui présente une tumeur cérébrale et une leucémie. C'est la suite de la question. C'est la tumeur qui est responsable. Voilà. Au contraire, la radiothérapie, donc, indiquée dans ce sens, ça va réduire un petit peu l'effet de la masse et donc ça va réduire un petit peu les crises d'épilepsie. Ça fait partie du diagnostic de traitement étiologique. D'accord. Bon, il n'y a pas de questions, mais je vais me permettre de poser quand même certaines questions. Est-ce que, d'après vous, est-ce que le vieillissement cérébral en lui-même, est-ce qu'il abaisse le seuil épileptogène, même si on trouve aucune lésion? Oui, oui. Et ça a été décrit, la preuve qu'on a beaucoup de causes indéterminées. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'études dans ce sens, mais sûrement, c'est le vieillissement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de crises isolées ou des crises sans étiologie évidente qui sont fréquentes chez les sujets âgés. Et généralement, il y a des études où ils parlent d'une atrophie corticale ou cortico-corticale, mais quand même, il y a uniquement certaines études, c'est très peu, mais quand même, il y a le vieillissement qui intervient et je sais que sûrement, dû à l'atrophie, ça augmente le seuil épileptogène. Est-ce qu'on parle d'épilepsie généralisée idiopathique chez les sujets âgés ou on n'a pas le droit de le dire? Oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais c'est déjà décrit. On peut avoir une épilepsie généralisée toute la vie. Donc, c'est des crises généralisées qui persistent jusqu'à l'âge, bien sûr, l'âge adulte et après chez les sujets âgés. Et il y a aussi certaines crises qui sont, entre parenthèses, entre guillemets, guéries. Et après, ils étaient déclenchés suite à la prise de certains médicaments. Par exemple, surtout les médicaments qui aggravent, par exemple, les absences, la gabapentine ou la carbamazepine. Et il y a eu des crises déclenchées par ces médicaments, bien sûr indiqués pour autre chose. Et ça a décompensé ces crises-là. Et il y a une étude récente qui parle des crises généralisées chez les sujets âgés. Et donc, ça existe. C'est rare, mais ça existe. D'accord.
vous avez parlé aussi de la deuxième cause comme de l'épilepsie du sujet âgé, c'est la maladie d'Alzheimer en fait. Est-ce Oui, que d'après vous, il y a des critères prédictifs des patients qui ont eu la maladie d'Alzheimer pour développer l'épilepsie après? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, on a beaucoup de malades d'Alzheimer, mais on ne voit pas beaucoup d'épilepsie. Est-ce qu'il y a un c'est vrai. profil particulier qui peut C'est entraîner? parce que c'est très difficile de poser le diagnostic d'épilepsie chez les démons. C'est pour ça qu'on ne trouve pas, même moi, quand j'ai fait l'étude, je n'ai pas trouvé beaucoup de malades, mais après, d'après les études récentes, les crises d'épilepsie sont fréquentes dans la maladie d'Alzheimer. Ils surviennent même à un stade précoce. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut toujours les chercher, parce que généralement, généralement le traitement de ces crises peut améliorer les troubles cognitifs. Et ils ont constaté que ça se voit surtout au stade précoce de la maladie et surtout pour les formes à début précoce et même pour les formes familiales. Donc, et pour cela, il ne faut pas faire un EEG standard pour les détecter. Il faut toujours faire un EEG de sommeil parce que c'est des crises temporales qui surviennent pendant le sommeil. Ils sont difficiles à bien sûr chercher cliniquement. Et aussi pour faire des enregistrements de longue durée pour les détecter. D'accord. Donc, je vois une question de la part de Dr Turki El-Lamouchi. Donc, par expérience, elle a dit que le lévétiracétam, lorsqu'elle le donne chez les sujets âgés à dose de 1 gramme, ça donne beaucoup de somnolence. Que pensez-vous? Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours, déjà, parmi les effets secondaires du lévétiracétam, c'est la somnolence ou la sédation, mais il faut toujours donner à faible dose chez les sujets âgés, pourquoi pas uniquement 500 mg. Parce que généralement, on a dit que donc le traitement de sujets âgés, il faut donner la moitié de la dose et ça répond très, très bien au traitement. Ça ne nécessite pas des doses élevées. Donc, il faut essayer de faibles doses. Et sinon, le traitement recommandé, c'est la motrigine. Surtout chez nous, hein, on utilise beaucoup plus la motrigine. D'accord. Donc, une autre question de la part de Sarah Hayet, je ne sais pas le nom, comment ça se prononce, je suis désolée. Est-ce que l'hydrocéphalie à pression normale peut provoquer des crises d'épilepsie? Non, chez le sujet âgé, je ne l'ai pas constaté. Chez l'enfant, oui, l'hydrocéphalie est associée à d'autres pathologies, mais chez les sujets âgés, c'est-à-dire la triade, il n'y a pas de crise et ça n'a pas été décrit. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu lésion corticale, vraiment, c'est qui peut expliquer les crises. Donc, ça n'a pas décrit. D'accord. Bon, une autre question de la part de Omar Hamdi. Il vous dit merci pour cette excellente présentation. Non, il a enlevé la question. Alors, Saifeddin, encore, il pose la question, les carences vitaminiques pour le patient dénutri peuvent engendrer une épilepsie, comme chez l'enfant, les épilepsies vitaminosensibles. Est-ce que ça peut provoquer des crises d'épilepsie chez le sujet âgé? Dénutri, je pense, c'est beaucoup plus, je pense, chez les alcooliques, peut-être, déficit en vitamine B1, mais généralement, ça n'a pas décrit chez les sujets. Ce n'est pas une étiologie, hein, donc on n'a pas, chez les sujets âgés, ce n'est pas décrit. Mais peut-être qu'on n'a pas assez de malades. Et surtout, ça se voit chez les alcooliques qui sont dénutris. Oui. Alors, une autre question de la part de Essia Allem. Donc, elle pose la question, qu'en est-il des épilepsies en cas de méningiome de sujet âgé? Est-ce que le valproate aggraverait-il l'épilepsie? Non, le valproate n'aggrave pas l'épilepsie. N'aggrave pas. Il a beaucoup d'effets secondaires, il est mal toléré. L'efficacité, on l'a dit, c'est la même pour tous les antiépileptiques presque, mais surtout, c'est la tolérance. Pourquoi on ne donne pas le valproate, surtout chez les sujets âgés? Donc, c'est pour les effets secondaires, surtout la sédation, ça peut engendrer syndrome parkinsonien, ça peut engendrer un tremblement. Et c'est pour ça que c'est un petit peu limité, mais on le donne. Hein, c'est pas, Et d'autant plus, chez les sujets âgés, c'est plutôt des crises focales. Là, on préfère plutôt la motrigine, le tegretol, le lévétiracétam, je pense. Oui, oui. En pratique, même la motrigine lui pose des problèmes parce que la titration, elle est très lente.
Et vous imaginez quand on donne un traitement pour un malade, un sujet âgé qui est épileptique, il y a le risque de récidive. Et le risque de récidive est vraiment, donc il y a des conséquences graves. C'est pour ça, même la motrigine, il a beaucoup d'effets. Donc, vu qu'on peut le donner, il y a aussi les effets d'idiosyncrasie qui sont aussi fréquents chez les sujets âgés. Allergie, oui. La motrigine. Donc, chaque cas, il faut discuter chaque sujet. On peut donner même donc la carbamazépine. Ce n'est pas contre-indiqué s'il n'y a pas d'autres médicaments associés. D'accord. Une autre aussi question, donc de la part de Segla Hachi Cédric, qui pose la question pourquoi le traitement de l'épilepsie de sujet âgé doit être à vie. Tout simplement parce qu'il y a les conséquences graves des crises. Donc, le malade peut tomber, donc vous imaginez les conséquences des crises, et ça n'a pas été fait. Enfin, il n'y a pas des études dans ce sens. Personne n'a pas pu arrêter. C'est des malades qui sont très stables. J'ai des malades que j'ai suivis depuis des années, mais on n'a pas, je pense, le courage d'arrêter un traitement parce qu'il y a le risque de chute. Et dans ce cas, c'est vraiment, les crises sont vraiment des conséquences graves. Est-ce que d'après vous, il faut traiter quand même après une première crise non provoquée si on ne trouve rien du tout? Parce que là, vous l'avez dit dans votre présentation. Pourquoi? Parce que le risque de récidive est très important ou... Le risque de récidive est important parce que généralement, c'est des crises focales lésionnelles. Et deuxièmement, les conséquences des crises. Il ne faut pas attendre des effets graves pour commencer le traitement. C'est pour ça qu'il faut, dès la première crise, vous débutez le traitement s'il correspond à la définition d'épilepsie, bien sûr. Après avoir éliminé les causes provoquées. Alors, c'est Dr Sarah aussi. Quelle est la molécule la plus recommandée dans les épilepsies vasculaires? Toujours, c'est la motrigine. C'est la motrigine, c'est le levétiracétam. Moi, je pense aussi, c'est le plus... Le levétiracétam, c'est toujours l'effet de sédation. Chez les sujets âgés, vraiment, ça donne, vous imaginez, avec les conséquences, c'est vraiment, sauf si vous donnez des faibles doses, et certains malades ne le prennent pas. Mais c'est vrai que... Et les troubles de l'humeur aussi, qui sont fréquents chez les... Donc... Bon, il faut éviter le levétiracétam en cas de dépression chez les sujets âgés parce que ça aggrave la comorbidité psychiatrique quand même. Oui, bien sûr. Donc, il faut toujours donner, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit il faut toujours voir, avant de donner un traitement, il faut voir donc, la comorbidité associée. Actuellement, on se base sur ça. S'il y a des problèmes psychiatriques, on évite le levétiracétam. Même la motrigine, actuellement, ils ont constaté qu'il ne s'est pas indiqué en cas de démence. Ça aggrave les fonctions cognitives. Donc, ça dépend de... Je pense avec ça, on a répondu parce que Bousset, il dit qu'il faut tenir compte de comorbidités qui sont assez fréquentes chez le sujet âgé. Oui, il faut en tenir compte de toutes les comorbidités avant de donner un traitement. Bien sûr. Alors, une autre question de la part d'Omar Hamdi. Est-ce qu'il y a un risque plus élevé de réaction allergique aux antipyrétiques par rapport aux adultes jeunes? Oui, c'est très fréquent chez l'enfant et chez le sujet âgé. Donc, c'est fréquent, il faut être bien sûr prudent. Il faut toujours, bien sûr, les médicaments qui donnent beaucoup plus, c'est surtout la motrigine et la carbamazépine. Et donc, il faut toujours faire une titration très lente et éviter l'association surtout de valproate et la motrigine qui donne beaucoup plus ses effets. D'accord. Bon, une question de ma part. Que pensez-vous des statines à forte dose à la phase aiguë de l'AVC pour éviter l'installation après des crises d'épilepsie? Parce que beaucoup d'articles qui en parlent. Oui, c'est beaucoup plus. Les statines, c'est pour la prévention primaire des AVC, entre autres de l'épilepsie. C'est des études. On n'a pas utilisé, mais oui, ça a été décrit dans certaines revues comme prévention primaire des AVC. Bon, je pense qu'il n'y a plus des questions et je pense qu'on va s'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante et pour Merci à vous. Cette mise au point et à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Au revoir. Au revoir. Au revoir.